como saber por la edad de un profeta. ¿Cuánto vivió? ¿Cuántos años? Puede ser 100, puede ser 2000, ¿sabes? Lo importante que es desgraciado. Vivió, murió. Hay muchas como esas cosas. Como hay Mettre en plus haut, je peux donner un peu comme ça. Nunca te venceré. C'est une prolongation, quoi. Bien. Je vous propose de reprendre cette journée avec un léger retard. Juste un rappel pour ceux qui ont un téléphone, je sais que vous n'êtes pas nombreux, pensez à le mettre sous les bras pour que ça ne sonne pas. Voilà, donc nous allons commencer cet après-midi avec la première table ronde autour de la pédagogie, la culture de paix, enjeux et perspectives. Donc comme cela a été dit ce matin, c'est un véritable enjeu qui nécessite un effort important pour que dès le plus jeune âge, on puisse transmettre cette culture de paix, comme l'a dit Sidi Chir ce matin, qui permet de passer de la culture du jeu à la culture du nous. Et que pour arriver à ce que cette culture se répande, il faut des moyens, des outils. Parmi les moyens et les outils, la pédagogie est justement essentielle pour mettre en place ces outils et ces moyens dans un cadre de réflexion. Donc ce cadre de réflexion et le travail, Aladdin et Christine font partie justement d'un groupe de travail de réflexion au sein de Aïssa ONG International, avec pour objectif ambitieux, on va dire, mais qui est déjà en train de se mettre en place, qui est la création d'écoles de la paix. Mais l'objectif est encore plus important, plus ambitieux, puisque on vise à ce que cette pédagogie de la culture de paix puisse être enseignée, utilisée dans toutes les écoles du monde. Pour cela, il faut arriver à mettre en place une pédagogie qui soit adaptée et qui permette justement que les écoles, les maternelles, les universités puissent s'en saisir et en faire un moyen de transmission de cette culture de paix. Donc nous allons commencer avec une première partie avec Christine et Aladdin, et il y aura une deuxième partie avec le pôle hygiène et santé de Aïssa ONG qui présentera un autre aspect de cette démarche. Donc je leur laisse la parole en commençant par Aladdin. Merci. Déjà, comme vous l'avez vu sur le micro, il est venu avec de Hollande, c'est ça? C'est branché. Salam alaikum. D'abord, je vais vous dire, le français c'est pas ma langue, donc elle est cassée. Je suis autodidacte en français, donc je vous invite d'aller vers l'essentiel. Merci aux jeunes de Moursi et tout le monde qui a organisé cette rencontre. Que la langue ne soit pas une barrière pour la compréhension des uns des autres. Pour l'écho de la paix, pourquoi une écho de la paix? Pourquoi une pédagogie de la paix? Parce que tout le monde, si vous demandez, il vous dit oui, je veux de la paix. Chacune veut de la paix. Mais comment arriver? Et
jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su intégrer l'éducation de la paix dans l'éducation générale. Pourquoi? Parce que on a séparé les valeurs humaines, les valeurs universelles, comme la justice, la solidarité, la fraternité, le partage. On a séparé de l'éducation cognitive. Et toutes les valeurs universelles, ils ont comme base, c'est connu, toute vie est sacrée, donc la sacralité de la vie, et ne fasse pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Donc, à partir de ces valeurs de base, sont venues beaucoup des valeurs, donc des qualités, de vertus. Et aujourd'hui, le défi est comment intégrer ces valeurs dans l'éducation quotidienne, dans le mathématique, dans l'histoire, dans l'art, dans les sports, dans tout, la biologie, etc. Tous les cours, on ne peut pas les séparer. Parce qu'aujourd'hui, on a ça, oui, on vient, on rassemble les enfants dans l'école, on va parler très sympathique sur la paix, elle est bien, c'est bien, elle est beau, etc. Mais puis on retourne vers l'ordre du jour, mathématiques, calculation, etc., etc. Mais en fait, le calcul même, le mathématique même, il vient d'où? Comment les humains ont commencé à faire, par exemple, le calcul? Il y avait un besoin. Un jour, on peut imaginer un peu. On peut imaginer les gens, les hommes et les femmes dans l'Antiquité, peut-être qu'ils étaient des nomades. Ils n'avaient pas besoin de calculer parce que ce que vous avez, vous la partagez avec ta famille. Mais puis, on commence à rester sur place, donc sédimentaire. Et puis, il y a ceux qui font les tomates, les autres font du pain. Donc on doit partager. Il y a entraide. Et comment partager ce qu'on a ensemble en justice? Donc, on a commencé de chercher des moyens par les calculs, par le mathématique. Donc, le source même de calcul, et après le mathématique, c'est cet besoin d'avoir la valeur de la justice présente dans la société. Donc, c'est la graine même, c'est le grain. La graine, elle est la graine. Et aujourd'hui, on donne les fruits aux enfants sans grain. Ils peuvent la manger, c'est bien, c'est savoureux. Mais puis, ils n'ont pas de graines pour le s'aimer. Donc, aujourd'hui, le défi est d'avoir, dans l'éducation de la paix, dans l'éducation générale, que chaque sujet, il y a dedans les valeurs. C'est l'essentiel. Parce que les valeurs, si on laisse juste pour la discussion, pour la philosophie, on n'arrivera pas. Tout le monde, aujourd'hui, le chef nous a rappelé que ce ville, la Manga del Manor, elle est maintenant morte. Elle était, Sarah, vivant, pour dire. Mais il y a une valeur derrière cela. L'existence même de ce vide, il y a une valeur derrière. C'est quoi? C'est le profit. Valeur. C'est une anti-valeur de profit qui fait naître ça. Donc, les valeurs, ils peuvent faire, ils sont visibles dans la vie, dans la société, dans l'économie. Parce que si un enfant, il apprend le mathématique dès son plus jeune âge, avec les valeurs de justice, il ne peut pas les séparer. Il ne peut pas devenir un économiste qui va concevoir un modèle économique qui vise à exploiter les autres. C'est impossible, parce que ces capacités cognitives, ils sont liés directement avec les valeurs. Parce que la paix, l'éducation de la paix, ce n'est pas seulement la paix même, mais la paix vient quand l'homme a su donner corps à ces valeurs.
Et quand on n'a pas, quand on ne vit pas ces valeurs, on vit dans le mal-être, intérieurement et aussi extérieurement. Donc la paix, elle vient quand, je pense, j'espère, elle vient quand l'homme, il a cette aspiration de réaliser ces valeurs humaines qui constituent son humanité même. Donc, parce que comment nourrir la conscience de l'homme vers l'universel s'il n'y a pas de valeurs universelles? Donc, on doit faire cela. Et si on dit, mais comment faire? Pourquoi? Il y a des sages qui disent, je ne vais pas dire son nom, il y a des sages qui disent qu'il faut investir dans la paix. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Mettre l'argent dedans. On ne peut pas résoudre les problèmes avec l'argent. C'est pour dire d'investir notre temps, nos réflexions, pour arriver à réaliser la paix dans l'économie, dans la politique, dans l'éducation, dans tous les aspects de la vie. Et si, ils disent aussi que ce travail des dernières années, de Journée internationale de vivre ensemble en paix, que ça soit un avènement, pas un événement, ça veut dire, c'est la preuve même, l'idée de l'éducation de la paix, les échos de la paix qui vont venir, ils sont la preuve même que la Journée internationale de vivre ensemble en paix, c'est un avènement. Parce qu'elle a donné naissance à ces visions-là de l'éducation de la paix. Elle va venir dans plusieurs pays, elle est déjà commencée. Donc maintenant, chacun de nous, comment peut-on intégrer les valeurs de base, les valeurs universelles dans notre vie quotidienne? Ça veut dire, donc, j'ai donné l'exemple par exemple par rapport aux mathématiques. Et on a aussi l'histoire, par exemple. L'histoire, aujourd'hui, chaque pays enseigne son histoire. Comment voulez-vous que dans un monde global, où tout le monde est en contact avec tout le monde, mais chacun a sa propre vision de l'histoire, parfois même contre l'autre, ou l'autre est mauvaise? Comment voulez-vous qu'on va vivre ensemble avec cette forme d'enseignement? Donc on a besoin d'une autre vision d'enseigner l'histoire. Une histoire qui voit l'humanité comme un corps. Ça veut dire que toutes les cultures, toutes les histoires de toutes les cultures, ils font partie même de l'histoire de l'humanité. Ils sont un. Puis il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur l'éducation de la paix. Il y a beaucoup à dire pourquoi. Mais j'espère que j'ai dit l'essentiel pour laisser l'échange avec tout le monde. C'est bon. Merci donc on va passer à Christine, mais je te rassure, ton français autodidacte est tout à fait compréhensible. Très bien. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être là et je voulais d'abord vous dire que je ne me présente pas ici en tant qu'experte pédagogue, mais simplement en tant qu'un être humain en chemin dans cet éveil de la connaissance, de la conscience et de la connaissance de cette voie de paix et qui est en lien direct avec l'unité de la vie, avec sa sacralité et avec l'unité de l'être. Je voulais vous dire, j'étais très fière. Quand je suis partie de Bruxelles, je suis partie avec cette petite valise en carton. Et dans cette valise en carton, je m'étais dit, waouh, je vais mettre plein d'outils pédagogiques d'éducation à la culture de paix qui vont matérialiser quels outils on peut utiliser avec les enfants, parce que moi je vais vous parler surtout de la tranche d'âge, depuis les tout petits bébés jusqu'à 6 ans. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, mais au niveau de la pédagogie, de la culture de paix,
cela n'appartient pas seulement aux pédagogues, cela appartient à chacun de nous. Nous naissons avec cette connaissance, ou en tout cas avec la possibilité de rejoindre cette connaissance. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, vous voyez ici, il y a juste un tout petit trou. Et dans ce... Oh, ça y est, il est... Ah non, j'allais dire, même Louis a disparu, alors ça voulait dire qu'elle était complètement vide. Donc c'est ce retour à cet état vierge. Et dans ce retour à cet état vierge, je découvre juste un petit mot, secret. C'est-à-dire que chacun de nous est porteur. Je réalise que, en fait, nous sommes issus d'un combat, d'une lutte acharnée, de je ne sais pas combien de spermatozoïdes ont fait la course pour aboutir à l'existence. Et donc nous devions avoir un moteur extrêmement puissant qui nous a fait naître et venir à l'existence. Et avec cette question essentielle, pourquoi on existe? Et ce pourquoi on existe, si dans ce que nous allons proposer aux enfants, et notamment ces valeurs universelles, si on leur permet à la fois d'être soi, c'est-à-dire d'être porteur de ce côté absolument unique que nous possédons tous et que nous recherchons parfois toute notre vie, qui suis-je? Quelle est la mission que j'accomplis ici? Et à la fois dans justement dans ce partage où chacun va venir construire ensemble autour d'un projet commun, là nous passons je me posais la question, en fait, est-ce que nous naissons égoïstes? Est-ce que nous naissons dans l'ego? Ou est-ce que c'est le fruit justement d'une éducation, de l'attente des parents, de l'attente de l'environnement, de l'attente de la société? Enfin voilà, je m'arrête là et je voulais vous dire... Oui, je pense qu'on l'a dit là. Voilà, le micro. Ah, pardon. Oh là là. Si nous nous situons dans la pédagogie de la culture de paix, ça veut dire que nous tous, nous sommes en chemin, en travail pour en témoigner. Parce qu'il ne s'agit pas de parler de la culture de paix, il s'agit de l'intégrer et d'y porter témoignage. Toutes ces valeurs dont nous avons parlé, de la justice, etc., il faut que dans la vie quotidienne, pas seulement au sein d'une école, mais au quotidien, je peux être porteur et témoin de ces valeurs. Et là, nous nous situons dans ce bel agir. Et nous nous situons dans justement ce qui fait notre unité. Mais ça ne veut pas dire que nous perdons notre individualité. Ça ne veut pas dire que nous perdons qui nous sommes. C'est simplement que qui nous sommes va venir se mettre en service de culture de paix. Et voilà, c'est pour ça que, bon, je n'en dis pas plus parce que je vais vous laisser poser les questions. Merci. Merci Christine. Donc voilà, présentation plus rapide que prévu.
des deux intervenants. Ça nous laisse du temps et ça nous fait rattraper du temps. Donc là, Aladine nous a mis en lumière la nécessité pour cette culture de paix d'intégrer les valeurs dans l'enseignement, d'intégrer les valeurs universelles dans tout enseignement et de faire un lien direct entre cet enseignement à la culture de paix et l'enseignement de toutes les sciences. Donc ça, c'est effectivement un point important. Et Christine, tu nous as rappelé comment contribuer dans cette idée, philosophie du cercle pour bâtir une culture de paix en appelant chacun à y participer selon ses compétences et en respectant cette philosophie du cercle qui nous dit que chacun est en même temps le premier et le dernier, chacun peut apporter sa contribution, mais qu'il faut respecter cette philosophie et pour pouvoir justement se concentrer vers ce centre qui peut nous réunir. Donc c'est dans ce cadre-là. Et je sais que tu avais préparé beaucoup de transparents, je ne donne pas le nombre parce qu'on y serait encore pour un moment, mais dans le travail préparé, et c'est vrai que le temps a fait que tu as changé, et je vous en remercie tous les deux, votre présentation pour pouvoir la raccourcir dans le temps, il y avait des objectifs que vous aviez fixés, ça me semble important de les rappeler, de cette pédagogie de la culture de paix, et aussi comment la méthode du cercle peut aider, être un moyen pour atteindre ces objectifs. Donc si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, sinon ils vont continuer à parler, donc à vous de choisir. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question ici. Bonjour. Je voulais vous demander si ces méthodes-là étaient déjà expérimentées dans certains pays, là où il y a des écoles de la paix déjà peut-être. Est-ce que ces méthodes pédagogiques sont déjà testées? La méthode du cercle est expérimentée à beaucoup de places. Plusieurs places, des écoles. On a, par exemple, on a fait le 16 mai 2018, on a fait un lycée avec plus de 200 élèves. On a pas célébré, mais on a utilisé le 16 mai comme occasion d'approfondir la méthode du cercle comme moyen de vivre et de faire ensemble et au même temps d'aller vers les valeurs. Et on a fait ça plusieurs jours. Et à la fin, il y avait un débat. Et je peux vous dire sincèrement, les écoles quand même aux Pays-Bas, je pense en Europe aussi, ils enseignent très bien, mais ils n'éduquent pas du tout. Donc la méthode du cercle, elle est pour répondre aux questions, oui, pour moi, je vois qu'elle est utilisée plusieurs fois, à plusieurs endroits, et même, elle est même étudiée scientifiquement en Paris, mais aussi, elle est aussi ici avec nous, par des anthropologues de l'Université d'Amsterdam. La méthode du cercle, elle est étudiée comme un des clés pour la culture de la paix dans le monde. Et donc cette méthode du cercle, elle inclut ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire parler des valeurs à l'intérieur même, par exemple des mathématiques, etc. Pas parler des valeurs, c'est le problème. On limite la méthode du cercle juste comme une chose d'espace-temps. Donc on va se mettre en cercle et on parle comme ça. C'est pas un mot de discussion. La méthode du cercle, c'est d'abord une attitude, état d'esprit. État d'esprit, donc, par exemple, qu'est-ce qu'on met au centre? Parce que le cercle, il est déjà là. Mais qu'est-ce qu'on met au centre? Le centre aujourd'hui, là-bas, il y a le dollar, il y a le paraître, il y a le statut, il y a des choses qui sont mises au centre qui ne nous poussent pas vers notre propre humanité. Donc on doit mettre dans le centre les valeurs universelles qui sont, pour nous, musulmans, ça veut dire, ce sont des qualités de Dieu. La miséricorde, le pardon.
Donc, si, parce que les derniers jours, les enfants, un des jeunes nous a posé la question dans l'atelier, mais qu'est-ce qu'est un soufi? Ils ont discuté cela, on dit, mais le soufi, d'abord celui qui est orienté vers le centre. Mais dans son centre, il y a quoi? Il y a les vertus et les qualités. Donc il essaie toujours de tout ce qu'il veut contribuer ou donner aux autres, il le donne à travers les valeurs, à travers le centre. Mais aussi, c'est pas seulement comme ça, c'est aussi comme ça. Donc quand nous entendons les autres, quand nous sommes en train de recevoir ce qu'ils font les autres, on l'entend aussi par la miséricorde. On entend aussi, on voit aussi par le pardon. Vous comprenez? Donc c'est une interaction. Le centre, c'est vous, c'est la façon que vous percevez le monde et vous-même. Et ça, donc si on va juste seulement parler du cercle, du centre, ça ne marche pas. Donc ça veut dire, on commence les plus jeunes, au lieu d'apprendre à calculer par quelque chose qui est abstrait, un habous, qui s'appelle un boulier japonais ou chinois, au lieu d'apprendre le calcul pour le calcul, non, tu commences, vous mettez là-bas des pommes, 20 pommes, et vous disiez, bon, comment va-t-on la répartir pour tout le monde, que chacun va être content, ils se sont respectés. Donc à ce moment-là, ils doivent utiliser la capacité de calculer, de diviser, etc. Mais comme le but, c'est quoi? C'est de réaliser le partage, réaliser la solidarité. Donc on ne parle pas de la solidarité, on l'a fait. Merci. En fait, le souci, c'est que nous nous sommes centrés sur l'avoir. Les connaissances, c'est de l'acquisition de l'avoir. Et nous ne nous sommes pas centrés sur l'être. Et l'être et l'avoir peuvent aller de pair. Et on a quelque part séparé justement les connaissances. Ben voilà, on a des matières, on apprend les matières et c'est un peu la compétition, celui qui va avoir les meilleurs résultats, etc. Et ici, ce qui est proposé, c'est que à travers les matières sont un support à la fois de connaissance et d'apprentissage, parce que nous avons à nous former et à apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Mais cet apprentissage ne se fait pas dans un but égoïste, il ne se fait pas dans un but pour m'élever, je ne sais pas moi, dans la société ou m'élever dans l'échelle pyramidale. Il se fait dans un but toujours de voir et de saisir à quoi ça peut être utile, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau, si c'est de la classe, mais pourquoi pas même au niveau de l'environnement, de l'école, s'il y a une action de solidarité, un projet, si on travaille un projet qui va faire calculer et qui va créer, par exemple, une solidarité avec des personnes qui ont des difficultés. Si les enfants font du principe, enfin je ne vais pas me débattre là-dedans, mais c'est vraiment que ce chemin de connaissance soit un chemin de connaissance qui est perçu comme un chemin où, par les connaissances que j'acquiers, comment je vais les mettre au service du bien commun de tous. Merci. Alors, juste avant, je voudrais juste compléter par rapport à ta réponse pour l'expérimentation. Il existe en Algérie, on a créé plusieurs écoles de la paix qui visent les plus jeunes, dans lesquelles effectivement il y a cette expérimentation par rapport à cette pédagogie. Oui, alors ma question est pour la pédagogue. Par rapport à votre symbolique du secret dans la boîte vierge, quelle est
volet extrêmement important sur le positionnement du, entre guillemets, de l'accompagnant, de celui qui est avec les enfants. Et c'est aussi un changement, parce que est-ce que nous allons être dans la pyramide où je suis l'enseignant, le maître, qui a une matière à dispenser, qui connaît, je suis l'expert, ou est-ce que je vais me situer dans le cercle, ma pauvre petite Marguerite, dans le cercle avec les enfants, et que ensemble nous allons nous mettre en construction. Je n'ai pas à apporter les réponses. J'ai à faire en sorte que les enfants collaborent et cherchent les réponses. Voilà. Et donc c'est tout un autre positionnement. Est-ce que je vais me mettre à pied d'égalité avec les enfants? Ça veut dire, est-ce que je peux être tout à la fois celui qui apprend quelque chose aux enfants et celui qui apprend quelque chose des enfants? Donc c'est vraiment, voilà, et donc de toute façon ce secret, c'est le secret personnel de chacun. C'est pas moi qui vais révéler le secret de l'existence de chacun, ça chacun le porte, et voilà, j'ai dit. Merci. Une autre question. On a encore 5 minutes avant de passer à l'autre groupe. Bonjour. J'aurais aimé avoir quelques précisions sur la manière dont vous formalisez cette pédagogie. Est-ce que vous faites un recensement des pratiques pédagogiques déjà en œuvre dans certaines structures scolaires non formelles, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à travers le monde qui se font, et du coup, sur quelle base vous posez pour sélectionner l'une ou l'autre? Les choix, les orientations que vous posez dans cette pédagogie. Oui. Il y a beaucoup de méthodes, de pédagogies de la société moderne, Montessori, Steiner. Il y a beaucoup. Et chaque jour, ils naissent des modèles éducatifs qui visent à mettre l'enfant au centre, son épanouissement personnel, etc., etc. Mais si vous regardez au fond, c'est toujours la préparation pour le marché du travail. Il y a toujours cette vision de s'éduquer pour avoir la force, les compétences pour se battre, pour gagner. Et il n'y a pas... donc, parce que comment pouvons-nous préparer l'enfant, lui dire le social souhaitable, donc la solidarité, la justice, mais on le prépare pour une économie qui est injuste, pour de faire partie d'une économie, d'un marché de travail qui est injuste, qui n'est pas solidaire. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire le shopping vers les autres. C'est ma vision, peut-être, je ne pense pas, peut-être elle a autre vision que vous, mais on ne va pas faire le shopping. Ici, oui, ça c'est bien. L'éducation de la paix ne va pas entrer. Elle est applicable pour tout le monde, pour les Chinois, pour les Sud-Africains, pour les Indonésiens, pour les Américains. Vous pouvez la mettre dans une école de façon Montessori, si vous voulez. Et vous pouvez la mettre dans des autres écoles. Mais c'est quelque chose de neuf. Ce n'est pas quelque chose qui va rassembler toutes les bonnes choses des autres cultures, des autres méthodes. C'est pas ça. On n'a pas encore vu dans la société moderne une éducation qui mette les valeurs dans toutes les matières, dans tous les rapports, qui utilisent le cercle comme méthode de travail entre les éducateurs, entre les enfants et les éducateurs, et aussi avec, parce que it takes a village to raise a child. Il faut un village pour éduquer un enfant. Donc aussi un cercle avec les voisins, avec
la famille, l'école, tout le monde, que les écoles soient comme des centres d'humanité, des centres où l'homme est éduqué, où l'homme est formé, des écoles comme des garantes des valeurs humaines. C'est eux qui passent flambeau à des autres générations. Est-ce que si vous avez trouvé ou vu, découvrir une pédagogie, un modèle qui a ça, mais ça nous sauve beaucoup de temps. Ce que je voulais dire, parce que personnellement, par exemple, j'ai enseigné dans une école scandinave qui utilisait la méthode Montessori. J'ai beaucoup aussi pratiqué la méthode Freinet. Et ce que je remarque à l'heure actuelle, c'est que ces méthodes dont les fondateurs au départ avaient un esprit qui est proche de cette culture de paix. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être comme ce qui s'est passé au niveau de la médiation, je ne sais pas. La société, les systèmes éducatifs se sont emparés des méthodes, mais ont oublié l'esprit. Et dans cet oubli de l'esprit, la méthode ne porte plus ses fruits d'éducation à la culture de paix. Et j'entendais, et je trouve ça très juste, que quelle que soit la méthode, ce qui va produire, même une classique, peu importe qu'elle soit classique, qu'elle soit alternative, quelle que soit la méthode, ce qui importe, c'est le fonctionnement démocratique de l'institution. Donc, ce fonctionnement en cercle. Donc, même ici, on peut se demander, dans ce cercle, c'est vraiment la coéducation. Où sont les parents? Où sont les élèves? Où sont la direction, le pouvoir organisateur, etc. Donc, c'est vraiment comment chacun, dans la fonction qu'il occupe, est mis en service du projet et collabore et s'appuie sur les qualités de toutes les personnes, mais a pour justement socle, ce socle de valeurs. Mais les méthodes, aussi bonnes soient-elles, et il y en a beaucoup, actuellement, c'est vraiment aussi, comment je vais dire, on s'empare de la méthode, on devient, on consomme les méthodes, voilà. Nous sommes dans une consommation de méthodes, voilà. Et alors que ce qui nous est demandé ici, non, c'est d'être acteurs et acteurs ensemble. Je voudrais juste poser la question, comment échapper à la domination du milieu dans lequel nous vivons? Parce que, encore, autant il est possible d'être écologiste à la campagne, et très facile de mettre en œuvre les idées écologistes, autant c'est difficile de le faire à la ville, dans une grande cité urbaine. Et dans une culture de la paix, c'est un peu la même chose. Alors comment justement être les relais, les passeurs de cette énergie de vivre ensemble? Une façon, peut-être, d'exploiter la terre L'éducation fait partie, mais l'intention d'exploitation des moteurs fondamentaux pour vivre. Donc, on a besoin d'aller au bout de nos moyens. On va utiliser cela, on va essayer tous les moyens juste pour ne pas travailler en soi, pour ne pas travailler soi-même. Donc, par rapport à une domination du milieu, c'est l'homme qui donne sens à sa vie. Donc on peut donner sens. Le monde est aujourd'hui comme il est, et le monde d'aujourd'hui, il n'est pas venu aujourd'hui, il était travaillé, donc c'est le résultat du passé. Donc moi aujourd'hui, j'ai mangé des fruits des anciens, qu'est-ce que je vais planter pour les prochaines? Et comme ça, en même temps, il faut donner du sens. Il faut donner du sens à ce qu'il y a. Et donner l'opportunité aux enfants de leur dire, de leur faire comprendre que
les actes, les valeurs des actes, il est dans l'intention. Et que un homme, il donne son sa vie. C'est pas souvent, on cherche notre sens de la vie extérieur de nous, dans les livres, etc. C'est bien. Mais l'homme est capable de donner du sens à des choses. Même vous ne voyez rien, par exemple, dans quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a un esprit large, par exemple, un grand cœur, il le voit comme ça. Il donne un sens dans quelque chose. Comment donner sens à un monde aujourd'hui où l'économie une finance, ils ont comment dire, ils dominent tous les actes politiques, ils dominent le politique, ils dominent l'éducation. Donc, il faut faire comprendre, même aux ceux qui ont l'intérêt égoïste, de dire la culture de la paix, elle ne va pas vous nier. Vous aurez votre place là-dedans. C'est pour cela que si on va essayer de faire la paix dans une méthode autre du cercle, tout le monde va l'opposer. Parce qu'il a peur que le pyramide aujourd'hui va bousculer et vient un autre nouveau sommet. Donc on est toujours dans cette spirale. Donc le cercle dire, vous faisiez partie de cela. Et aux enfants de dire, il n'y a pas des ennemis. Il n'y a que ceux qui sont à l'autre côté du centre. Si vous vous rapprochez aux valeurs, au centre, ils seront plus proches. C'est pas concret peut-être, mais... Tu veux rajouter quelque chose dans une dernière chose? Je voulais ajouter l'importance du mot paradoxe. Parce que je veux dire, quand on parle de culture de paix, on voit paix. Et donc, tout de suite, on peut partir dans des choses très... Mais il faut tout de suite l'associer aussi au fait que nous sommes aussi dans la nécessité de la sincérité et de l'accueil de l'état de chacun là où il est. Donc, ce n'est pas parce que je suis dans un projet de culture de paix que nécessairement il faut que toutes les personnes qui participent à un cercle soient, je veux dire, dans un état de paix. Ce qui est justement important, c'est cet accueil, voilà, cet accueil de la personne là où elle est. Et chacun va apporter à partir de là où il est. Et je voulais dire, ça c'est une petite chanson, j'ai envie de vous la partager parce que c'est un petit enfant, je l'entendais chanter et je me suis dit, oh ben ça, il a sûrement eu justement une animation à l'école où voilà, ils ont parlé. C'est vrai que le vocabulaire des émotions est très important parce que parfois, souvent, les conflits entre enfants, ça arrive pourquoi ? Ça arrive parce que le petit n'a pas encore les mots pour définir son émotion ou pour l'exprimer. Et alors il chantonnait, je vais vous partager ça juste pour vous mettre un petit peu en enfance. Il chantonnait la petite girafe en moi chante, 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 chante. La petite girafe en moi chante les besoins du cœur. La joie, la colère, la tristesse, la peur nous montrent les chemins du cœur. Je chante faux, mais c'est pas grave. Ce qui était intéressant pour moi, là pour moi, c'est simplement qu'à travers cette petite mélodie, l'enfant apprenait qu'il avait à la fois le droit d'être en colère, le droit d'être triste, le droit d'avoir peur, mais que cette colère, cette tristesse, cette peur, eh ben, c'est précisément ce qui allait lui montrer le chemin du cœur. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Dernière chose, c'est que la médiation fait partie de l'éducation de la paix. Elle est très importante. La médiation aussi
de façon préventive. Donc, et ça, ils ont déjà commencé ça à plusieurs écoles aux Pays-Bas, de faire dans chaque groupe 1 ou 2, 3 médiateurs. C'est eux qui essayent de relever le problème, les conflits. Mais l'éducation de la paix va faire en sorte que la médiation n'est pas seulement réparatrice, mais aussi préventive. C'est très important, la médiation. Merci. Très bien. Merci Christine, merci Aladdin. Merci à vous.